Et si je vous disais qu'il existe une structure si immense qu'elle traverse des montagnes, des vallées et des déserts, une construction mythique, symbole de puissance et d'ingéniosité, et si cette fameuse muraille n'était pas vraiment une muraille comme on l'imagine, si ce monument que l'on croit uniforme et continu cachait une histoire bien plus complexe. Est-ce qu'elle est vraiment visible depuis l'espace? Peut-on vraiment marcher d'un bout à l'autre sur des milliers de kilomètres? C'était une seule structure destinée à défendre la Chine ou bien autre chose? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une histoire captivante de Chine, une histoire qui ne peut pas être dissociée de celle de la Chine impériale, car ce mur, c'est pas juste une construction, c'est le reflet des ambitions, des peurs et des stratégies des dynasties qui ont façonné ce gigantesque puzzle au fil des siècles. Pourquoi a-t-elle été construite? À quoi servait-elle réellement? Et pourquoi ce nom? Entre mythes qu'on va démystifier, anecdotes étonnantes et quelques conseils pratiques pour ceux qui voudraient la visiter, eh bien suivez-moi, on part à la découverte d'une des 7 nouvelles merveilles du monde qui n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Mesdames et messieurs, la Grande Muraille de Chine. Avant de plonger dans l'histoire fascinante de la Grande Muraille de Chine, petite parenthèse, cette vidéo, c'est la première étape d'un projet qui me tient énormément à cœur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est à travers des voyages que j'avais commencé à partager les premiers mythes et légendes. Depuis, la vie a un peu changé, ça fait un moment que j'avais pas repris la route, alors autant vous dire que je suis trop content de me lancer dans cette série. On va explorer ensemble les 7 nouvelles merveilles du monde, une par une, et j'espère que ce voyage vous plaira autant qu'à nous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, vous allez avoir une vidéo à partir de maintenant, en plus des autres vidéos que je peux faire en temps normal. C'est juste que vous avez une vidéo en début de mois sur une des nouvelles merveilles du monde. Au passage, je remercie grandement Oli qui sponsorise cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Oli, Oli c'est une marque de boissons énergisantes, d'Ice Tea et de boissons pour le sport. La gamme Ice Tea c'est sans sucre avec des goûts improbables comme par exemple framboise vanille qui est toujours mon goût préféré, j'en parle très souvent. La gamme énergie, il n'y a pas de taurine dedans et c'est avec de la new caféine, c'est-à-dire que c'est de la caféine qui est cristallisée. Ça va vous permettre d'être en forme plus longtemps qu'avec une boisson énergisante classique et de vous éviter d'avoir le crash de fatigue en fait, ce qui va venir beaucoup plus rapidement avec des boissons énergisantes classiques. Là en fait vous allez être en forme beaucoup plus longtemps. J'ai ma gourde Oli qui est remplie d'eau, mon Tropical Tiger qui est de la gamme énergie. Je verse mon Oli Energy Drink, je secoue et ma boisson est prête. Avec le code NEOXY, vous allez avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes et avec NEOXY 5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli de me faire confiance sur ce projet. Maintenant, on va en apprendre un peu plus sur cette fameuse muraille. La Grande Muraille de Chine. Une histoire bien plus fascinante qu'un simple mur qu'on aurait construit d'un seul coup. En réalité, c'est un énorme puzzle assemblé morceau par morceau, siècle après siècle, sous l'influence directe des dynasties qui ont forgé la Chine impériale. Chaque génération, ouvriers, soldats, empereurs, y a laissé sa trace, chacun ajoutant son bout, parfois de façon improvisée, parfois avec un plan bien précis. Pour commencer, direction le 7e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Chine, ce n'est pas encore le pays immense et uni qu'on connaît aujourd'hui. Non, avant l'Empire, c'était une mosaïque de petits royaumes, chacun essayant de s'imposer. Et quand ils ne sont pas occupés à se faire la guerre entre eux, ils doivent se défendre contre un autre danger, les tribus nomades du Nord. Alors pour se protéger, chaque royaume construit son propre petit mur. Les royaumes de Yan, Chao et Qin en sont des exemples. Ces murs, c'était pas encore la Grande Muraille, mais c'était les bases. Et justement, parlons de ces nomades. Les plus redoutables, c'étaient les Xiongnu. Ces cavaliers des steppes de Mongolie maîtrisaient l'art de la guerre à cheval comme personne. Rapides, imprévisibles, ils se ruaient sur les villages, pillaient tout ce qu'ils pouvaient, puis disparaissaient avant même que les troupes ne puissent réagir. Pour les royaumes sédentaires, c'était une menace constante, presque impossible à contrer. Le mode de vie des Xiongnu était aux antipodes de celui des royaumes chinois. Pendant que ces derniers construisaient des villes, labouraient leurs terres et établissaient des sociétés bien organisées, les Xiongnu, eux, étaient toujours en mouvement. Ils vivaient sous des tentes, élevaient leurs troupeaux et s'assuraient un complément de ressources grâce à leurs raids. Leur mode de vie nomade leur donnait une mobilité et une flexibilité incroyables
Mais ce n'est pas tout, leur organisation militaire était redoutable. Et c'est ça qui les rendait si difficiles à combattre. Ces murs construits par les royaumes pour se défendre étaient loin de suffire. Mais ils posaient les bases d'une idée, celle de protéger un territoire à l'aide de fortifications. Avançons un peu dans le temps. On est en 221 avant Jésus-Christ, et là c'est un moment charnière. La naissance de la Chine impériale. Pour la première fois, un homme, Qin Shi Huang, de son vrai nom Ying Shang, réussit à unifier tous ces royaumes qui se faisaient la guerre depuis des siècles. Il se proclame le premier empereur de Chine et impose des lois et des standards comme la monnaie, l'écriture. La Chine impériale marque donc le passage d'un pays divisé à un État puissant et unifié avec un seul dirigeant à sa tête qui marquera l'histoire pendant plus de 2000 ans. Et parmi ces grandes ambitions, il y a un projet colossal qui va marquer le début officiel de la chronologie de la Grande Muraille, relier ces petits murs que les royaumes avaient construits pour se défendre. En voyant tous ces murs éparpillés ici et là, il se dit pourquoi ne pas les relier pour protéger mon empire. Pour ça, il s'appuie sur une technique déjà utilisée par les anciens royaumes, mais très pratique, le pisé ou terre battue. Cette méthode consiste à compacter de la terre entre des cadres en bois pour construire des murs solides. C'est rapide, économique et parfait pour des régions où les ressources comme la pierre et le bois manquent. Qin Shi Huang ne se contente pas de consolider les murs existants, il fait construire de nouvelles sections, ajoute des tours de guet pour surveiller les mouvements ennemis, développe des routes stratégiques pour déplacer rapidement ses troupes et renforce les points sensibles avec des fortifications. Ce qu'il crée, ce n'est pas encore la grande muraille majestueuse qu'on imagine aujourd'hui, mais un premier réseau défensif qui pose les bases d'un géant à en devenir. Mais attention, ce chantier est loin d'être une aventure glorieuse. Qin Shi Huang mobilise des centaines de milliers de travailleurs, paysans arrachés à leurs champs, soldats, prisonniers et même des criminels condamnés. Les conditions sont atroces, beaucoup meurent d'épuisement, de faim ou de maladie. Ce réseau défensif traverse des montagnes escarpées, des vallées profondes et même des déserts. Chaque section est un défi. Dans les montagnes, il taille des pierres locales. Dans les plaines, il compacte la terre. C'est un travail titanesque fait avec les moyens du bord, mais qui marque le début officiel de la Grande Muraille. Et malgré tout ça, les Xiongnu restent une vraie épine dans le pied de l'Empire. Quand Qin Shi Huang disparaît, la dynastie Han prend le relais. Mais la menace nomade persiste, les empereurs Han jonglent alors entre affrontements militaires et tentatives de diplomatie, des cadeaux somptueux, des accords et même des mariages diplomatiques pour acheter la paix. Mais en parallèle, ils poursuivent l'œuvre de Qin Shi Huang, étendre la muraille. Ils l'agrandissent, l'améliorent, non seulement pour protéger leurs frontières, mais aussi pour défendre un autre trésor stratégique, leur route commerciale. Et là, on doit parler de la fameuse route de la soie. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il ne s'agissait pas d'un seul chemin tracé bien droit, mais d'un immense réseau de voies commerciales qui reliait la Chine à l'Europe, en passant par l'Inde, le Moyen-Orient et bien d'autres régions. On s'imagine un peu une sorte d'autoroute de l'Antiquité, mais au lieu de voitures, on avait des caravanes de chameaux transportant des trésors, mais aussi des idées. Chaque marchand qui empruntait ces routes vivait une aventure incroyable. Entre les tempêtes de sable du Taklamakan, les cols glacés de l'Himalaya, les attaques de bandits, c'était un mélange de dangers et d'opportunités. Et pourquoi l'appelle-t-on la route de la soie ? Parce que la soie, c'est un tissu luxueux qui était produit exclusivement en Chine, et c'était l'un des produits phares qui circulait sur ces routes. Les riches élites d'Europe et du Moyen-Orient en raffolaient, mais attention, la soie n'était que la partie émergée de l'iceberg. On y échangeait aussi des épices, des pierres précieuses, de la porcelaine, mais surtout des idées, des religions et des technologies. C'est grâce à ces échanges que le bouddhisme, né en Inde, est arrivé jusqu'en Chine, influençant profondément sa culture et son art. Et ce n'est pas tout, des inventions chinoises comme le papier ou encore la poudre à canon ont voyagé jusqu'en Europe, changeant le cours de l'histoire. La route de la soie, ce n'était donc pas un simple réseau commercial, c'était un pont culturel, un outil qui a transformé les civilisations. Bref, avec le temps, ces routes ont perdu de leur importance, notamment avec l'essor des grandes explorations maritimes au XVe siècle. Mais leur impact, tout comme celui de la muraille, reste immense.
Ces chemins ont littéralement changé la manière dont les civilisations interagissaient, se développaient et s'inspiraient les unes des autres. Et au final, tout ça, la muraille, la route de la soie, les stratégies défensives n'auraient peut-être jamais vu le jour sous cette forme sans la pression des Xiongnu. Leur menace a poussé les dynasties chinoises à mieux protéger leurs frontières et à sécuriser leurs échanges vitaux. Finalement, les Xiongnu finiront par perdre leur puissance, affaiblis par des conflits internes et d'autres peuples nomades. Mais leur empreinte sur l'histoire de la Chine et surtout sur la muraille est indélébile. Sans eux, est-ce qu'on aurait eu l'idée de bâtir un projet aussi colossal? Peut-être pas. Ils ont été un peu les déclencheurs de cette idée de muraille défensive, une idée qui évoluera au fil des siècles pour devenir l'un des monuments les plus emblématiques du monde. La dynastie Han a régné sur la Chine pendant plus de 400 ans, de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Mais tout ne s'est pas passé d'un seul bloc. Elle est divisée en deux périodes, les Han occidentaux qui ont duré jusqu'en l'an 9 après Jésus-Christ, avant qu'un usurpateur, Wang Meng, ne prenne le pouvoir pendant une quinzaine d'années. Ensuite, les Han occidentaux reprennent le contrôle jusqu'en l'an 220. Mais au début du IIIe siècle, tout s'effondre. Les Han sont dépassés par les révoltes internes et des invasions, et la Chine plonge dans une période de chaos. C'est la guerre, des royaumes se battent pour le pouvoir et la situation devient complètement instable. Et forcément, la Grande Muraille, elle passe un peu à la trappe. Plus personne n'a le temps, ni les moyens, ni l'envie de s'en occuper. Elle est laissée à l'abandon, livrée à elle-même, au vent, à la pluie et aux ravages du temps. Et puis, au 7e siècle, arrivent les Tang, une dynastie fondée par l'empereur Gaozu en 618. On pourrait se dire « Ah, enfin, la muraille va retrouver son importance ». Mais en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Tang dominent un empire immense et puissant, et tout roule pour eux. Les tribus nomades du Nord, beaucoup ont été pacifiés ou sont devenus des alliés grâce au commerce et à la diplomatie. La dynastie Tang a régné jusqu'en 907, soit près de 300 ans. Cette période est souvent considérée comme un véritable âge d'or dans l'histoire chinoise. Prospérité économique, grandes avancées culturelles et scientifiques et une influence énorme à l'international grâce aux échanges sur la route de la soie. C'est une époque où la Chine brille sur la scène mondiale. La muraille reste donc là, immobile, comme un vieux témoin d'une époque révolue. On l'admire peut-être de loin, mais elle n'a plus le rôle stratégique qu'elle avait autrefois. Quand les Tang s'effondrent en 907, la Chine plonge dans une période de division connue sous le nom des 5 dynasties et 10 royaumes. Le pays se fragmente, le nord est contrôlé par des régimes successifs qui se disputent le pouvoir des 5 dynasties, tandis que le sud est divisé en plusieurs royaumes indépendants, les 10 royaumes. Ensuite, en 960, la dynastie Song parvient à réunifier la Chine. Mais là encore, la muraille reste sur la touche. Les Song préfèrent acheter la paix avec les peuples du Nord, comme les Nurchens ou les Sitans, en signant des accords ou en versant des tribus. Mais ce compromis ne dure qu'un temps, les Mongols arrivent menés par Genghis Han et ses descendants. En 1279, ils conquièrent toute la Chine et fondent la dynastie Yuan. Sous leur règne, la muraille reste toujours hors service puisque les Mongols contrôlent à la fois le nord et le sud. Et puis, on avance encore dans le temps, 14e siècle, dynastie Ming. Là, tout change parce que les Mongols ne contrôlent plus la Chine, mais il reste une menace constante au nord. Ces nouveaux cavaliers redoutables n'ont pas l'intention de laisser les Ming tranquilles, et les Ming, eux, n'ont pas l'intention de subir. Ils décident de sortir la vieille muraille de sa retraite, mais pas question de juste rafistoler, ils la transforment littéralement. Adieu les murs en terre battue, les Ming construisent des fortifications en pierre et en briques conçues pour durer des siècles. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils perfectionnent tout, ils ajoutent des tours de guet supplémentaires, des bastions, des escaliers, tout est pensé pour surveiller l'ennemi, coordonner les défenses et les repousser efficacement. À ce moment-là, la muraille devient bien plus qu'un simple outil militaire, c'est aussi une déclaration de puissance. Les Ming veulent montrer à tout le monde que leur empire est imprenable. Sous cette dynastie, les techniques ont donc évolué. Fini le pisé, ils utilisent des matériaux comme les briques et le granit,
ce qui donne à la muraille ce look robuste et imposant qu'on connaît aujourd'hui. Chaque section est unique, conçue pour s'adapter à son environnement. Dans les sommets les plus inaccessibles, ils montaient des matériaux pour construire là où personne n'aurait imaginé que c'était possible. Plusieurs sections serpentent à travers les montagnes ou sont entourées de forêts. La muraille se fond littéralement dans le paysage. Mais même à son apogée, la muraille n'était pas une barrière magique et impénétrable. En réalité, c'est un réseau de sections discontinues. La plupart du temps efficaces, les envahisseurs les plus malins trouvaient parfois le moyen de contourner les sections non reliées. Avec la fin de la dynastie Ming, la muraille entre dans une nouvelle phase marquée par l'arrivée des Qing en 1644, la dernière dynastie impériale de Chine. Bien que les Qing règnent sur un immense empire pendant près de 3 siècles, la muraille perd progressivement son importance stratégique. Elle devient davantage un symbole qu'un outil militaire à une époque où les armes modernes et les défis géopolitiques redéfinissent la défense du pays. En 1912, la chute des Qing marque la fin de la Chine impériale qui laisse place à une république et avec elle s'achève l'histoire politique de la muraille en tant que défense active. Ce monument, bâti par des générations de travailleurs et façonné par la vision de dynasties successives, reste cependant le témoin d'une époque où la Chine impériale cherchait à protéger son peuple, affirmer sa puissance et marquer son territoire face au monde. Enfin, voilà quoi. Malgré tout, c'est la combinaison des efforts humains et de savoir-faire qui fait de la Grande Muraille le monument exceptionnel qu'on admire encore aujourd'hui. Ok, maintenant on sait pourquoi elle a été construite, mais j'avoue qu'à ce stade, ça reste un peu flou. Elle est où exactement cette muraille? Déjà, pour que vous compreniez l'ampleur de cette construction, on va parler chiffres. Les ondulations visibles aujourd'hui couvrent environ 6700 km, certains disent même 8000, si on compte les frontières naturelles comme les montagnes ou les rivières, qui jouaient aussi un rôle défensif. Le mur, en moyenne, fait entre 5 et 7 mètres de large et entre 5 à 10 mètres de haut, selon les sections. Souvent, on parle de la Grande Muraille Ming. Pourquoi? Parce que la majorité des sections encore debout datent de cette dynastie entre le 14e et le 17e siècle grâce à leur modèle de construction et les matériaux utilisés. Une étude réalisée en 2012 par l'Agence d'État du patrimoine culturel chinois a complètement changé la donne. Selon leurs recherches, la longueur totale de la muraille, en comptant les tranchées, les tronçons disparus et même les fondations encore visibles, atteindrait plus de 21 000 km. Ouais, vous avez bien entendu. En gros, on parle de la moitié de la circonférence de la Terre. C'est absolument colossal. Mais où est-ce qu'elle commence? Si on trace son parcours pour y voir un peu plus clair, tout débute à l'est, là où elle rencontre l'océan. Direction Shanhaighan, aussi connue sous le nom poétique de la porte sous le ciel. C'est ici, dans la province du Hebei, que la Grande Muraille rencontre l'océan Bohai, plongeant littéralement sa tête dans l'eau. Cette section, surnommée Lao Long To, la tête du dragon, symbolise à la fois la puissance et la portée stratégique de la muraille. Pendant des siècles, elle a été le point névralgique pour défendre la Chine contre les invasions venues du nord. Les Khitans, les Jurchen, les Mandchous, tous ont affronté cette porte redoutable qui était bien plus qu'un simple mur, une véritable sentinelle au bord de la mer. En avançant vers l'intérieur des terres, on découvre ce qu'on pourrait appeler le cœur de la Grande Muraille Ming. C'est dans les provinces du Hebei, de Pékin et de Tianjin que se trouvent les tronçons les plus emblématiques conçus sous la dynastie Ming entre le 14e et le 17e siècle. Ces sections sont réputées pour leur solidité, construites en briques et en pierre. Elles ont survécu aux ravages du temps, bien mieux que les murs de terre battus des époques antérieures. La section de Badaling, à seulement 70 km de Pékin, est sans doute la plus célèbre. Elle illustre parfaitement le savoir-faire technique des Ming, avec ses larges chemins, ses bastions fortifiés et ses tours de guet, conçus autant pour la défense que pour impressionner. Mais sa popularité en fait aussi l'une des sections les plus fréquentées aujourd'hui. Pour une expérience plus calme, vous avez Mutianyu, à 80 km de Pékin, c'est là où on se trouve aujourd'hui. On retrouve un paysage incroyable, avec de nombreuses tours de guet rapprochées nichées sur des collines. Comme je le disais plus haut, on a vraiment cette impression qu'elles ont toujours été là. Plus
loin, à Jinchangling et Simatai, la muraille prend une autre dimension. Ici, les restaurations sont moins présentes, on retrouve des sections intactes, mais aussi des tronçons complètement sauvages. Simatai en particulier est réputé pour ses crêtes abruptes et ses vues spectaculaires. Et le petit plus, Simatai est ouvert la nuit, donc l'ambiance est incroyable pour une visite nocturne. Mais la muraille ne s'arrête pas là, si vous continuez vers l'ouest, elle change complètement d'allure. Dans les plaines du Jiangxi et les steppes de la Mongolie intérieure, elle devient plus ancienne, plus brute. On y retrouve des murs en terre battue, parfois en ruine. Et puis tout au bout, on arrive dans les provinces du Jiangxi, du Ningxia et du Gansu, où la muraille traverse le désert de Gobi. C'est ici que se trouve Jiayugan, le dernier bastion de la muraille. Cette forteresse imposante marque la fin du parcours. Mais attention, toutes les sections ne sont pas accessibles au public. Certaines zones en ruine ou très fragiles sont interdites pour éviter qu'elles ne soient endommagées davantage. Et pour ceux qui rêvent de dormir sur la muraille ou de s'aventurer dans des coins sauvages, c'est illégal. En plus de potentiellement laisser des déchets ou abîmer le site, c'est irrespectueux et ça peut aussi vous attirer des problèmes. Aujourd'hui, cette œuvre gigantesque porte les traces du temps. Seulement 30% de la muraille sont encore en bon état. Le vent, la pluie et même les humains ont laissé leur empreinte. Pendant des années, des pierres ont été récupérées pour construire des maisons ou encore des routes. Résultat, certaines sections sont envahies par la végétation, voire totalement abandonnées. Et puis, il y a des passionnés qui se sont donnés pour mission de sauver la muraille. Dong Yaowei, par exemple, c'est un héros de la muraille. En 1984, il s'est lancé dans un défi complètement fou, marcher sur l'ensemble de la muraille construite sous la dynastie Ming. Avec 2 copains, il a parcouru plus de 7400 km en 508 jours, explorant des tronçons restaurés comme des parties complètement oubliées. Cette aventure a transformé sa vie. Depuis, il est devenu l'un des plus grands défenseurs de la muraille, travaillant sans relâche pour sa préservation et partageant son histoire avec le monde entier. La Grande Muraille est tellement immense qu'elle s'est entourée de légendes. Des vraies, des fausses, des poétiques, un petit peu de tout. On commence par la question que beaucoup se posent, est-ce qu'on peut vraiment voir la Grande Muraille depuis l'espace? Spoiler, non. On peut pas la voir. Alors désolé de casser le mythe, mais c'est impossible à l'œil nu, parce que oui, la muraille, elle est longue, mais elle n'est pas bien large, seulement quelques mètres. Imaginez une ficelle qui s'étend sur des milliers de kilomètres, même à partir de la Station Spatiale Internationale, c'est mission impossible pour vos yeux. Par contre, grâce aux satellites et à leurs caméras ultra puissantes, on peut la voir en images, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Et ce fameux nom, Grande Muraille, c'est pas chinois. Les locaux l'appelaient plutôt Wanli Chancheng, la longue muraille de 10 000 lits, ou Biangxiang, mur des frontières. Ce sont les voyageurs occidentaux, fascinés par cette structure titanesque, qui l'ont popularisée sous le nom évocateur de Grande Muraille. En ce qui concerne les légendes, il y en a des tas. L'une des plus célèbres en Chine, c'est l'histoire de Meng Jiangnu, qui s'était marié à un homme qui avait été réquisitionné pour travailler sur la muraille. Malheureusement, comme beaucoup d'autres, il meurt d'épuisement sur le chantier. Dévasté, Meng Jiangnu se rend sur place pour pleurer sa perte. Et là, selon la légende, ces larmes étaient si puissantes qu'elles ont fait effondrer une section entière du mur, révélant les os de son mari. Alors bien sûr, ça reste une légende, mais elle illustre bien une réalité historique. La construction de la muraille a coûté cher, non seulement en argent, mais aussi, surtout, en vie humaine. On estime que des milliers, voire des millions de travailleurs ont perdu la vie sur ce chantier titanesque, ce qui lui vaut le surnom du plus long cimetière du monde. Un autre mythe qui circule, c'est que des hommes auraient été enterrés dans la muraille pour renforcer. Mais en réalité, aucune preuve archéologique ne confirme cette théorie. Ce qu'on sait par contre, c'est que les Ming avaient cette recette spéciale pour leur mortier. Ils utilisaient de la farine de riz. Ce mélange innovant rendait les briques particulièrement résistantes. Et enfin, il y a ces récits symboliques un peu magiques. Par exemple, une légende raconte qu'un dragon aurait tracé le parcours de la muraille et que les ouvriers auraient simplement suivi ses traces. Finalement, ce mur immense est chargé de culture, de mystères et de symboles. La Grande Muraille de Chine, c'est bien plus qu'un simple mur. C'est un symbole, un témoin du passé et une vraie star mondiale. Ce monument qu'on imagine s'étirer sans fin à travers des montagnes et des airs, c'est un mélange d'histoire,
de fierté et d'émotion. Pour les Chinois, c'est un peu leur carte de visite. La muraille représente leur résilience, leur grandeur et cette capacité incroyable à relever des défis énormes. Avec ses milliers de kilomètres, officiellement validés par le Guinness World Record comme la plus longue construction humaine au monde, elle impose le respect. En plus, elle fait partie des merveilles du monde moderne et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, c'est un monument qui brille bien au-delà de la Chine. Mais derrière cette prouesse, il y a aussi cette histoire plus sombre. Des milliers, peut-être des millions de travailleurs y ont laissé leur peau. Et pendant longtemps, la muraille a eu une image assez compliquée. À l'époque de la révolution culturelle, par exemple, elle était vue comme un vestige d'un passé oppressif. Aujourd'hui, la vision a changé. La muraille est reconnue comme un trésor historique, quelque chose qu'on doit protéger pour les générations futures. Au-delà de ses failles et de son passé complexe, la Grande Muraille reste un chef-d'œuvre qui défie le temps. Et au final, la muraille, ce n'est pas juste des briques et des pierres, c'est une histoire qu'on peut voir, toucher et ressentir. Chaque tronçon a sa personnalité, chaque pierre raconte quelque chose, et c'est ça qui la rend si spéciale. Elle est toujours là, après des siècles, à inspirer des millions de visiteurs et nous invite à admirer, respecter et comprendre ce monument unique. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et voilà, sur ces belles paroles, on arrive à la fin de ce premier voyage à travers les 7 nouvelles merveilles du monde avec cette exploration de la Grande Muraille de Chine. Entre son histoire, ses légendes et ses paysages incroyables, c'est impossible de ne pas être impressionné. C'est que le début de cette série qui me tente depuis des années. On se donne rendez-vous chaque mois pour découvrir une nouvelle merveille. Une par une, on va plonger dans des histoires incroyables, explorer des lieux mythiques et continuer à voyager ensemble. Alors si vous avez aimé ce premier épisode, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Encore une fois, je suis trop heureux de partager cette aventure avec vous et énormément reconnaissant. Merci aussi à Oli de m'avoir accompagné sur ce premier épisode. Je rappelle, vous avez 5 € de réduction avec votre première commande avec le code NEOXY5. Sinon, c'est 10% avec le code NEOXY. Merci de m'avoir accompagné dans cette première étape. On se retrouve très vite. C'était NEOXY.